Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort 2 fois par mois sur les mardis sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et je suis accompagné de mon ami Samuel Lemieux ainsi que 2 invités très spéciaux. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir 2 membres de l'équipe de l'Alérion Super Millage de l'Université Laval. Donc, qu'est-ce que c'est brièvement? C'est un défi dans lequel les équipes doivent bâtir un véhicule avec la plus faible économie d'essence possible. Et vous allez voir, il y a peut-être des petites apostrophes qui s'ajoutent à ça finalement là, cette année que je n'étais pas vraiment au courant. Donc, bienvenue à Gabriel Leclerc et Christophe Landry. Bienvenue, messieurs. Yes, certainement, ça fait plaisir. Donc, le podcast, on a souvent justement des invités là, comme ça, là, des petits projets. Ben, je ne veux pas dire des petits projets, c'est des gros projets C'est quand même un gros étudiants. projet, le Ouais, c'est supermarché. ça. Le petit projet, c'est vraiment pas un petit projet. Là. Un petit projet, c'est genre, je fais une tablette dans mon armoire. Là, c'est genre, je fais un véhicule avec une faible économie d'essence. Donc, c'est peut-être une petite coche au-dessus. J'ai un petit opener, une petite question d'introduction pour vous autres. Puis, je ne vous avais pas vraiment préparé à celle-là. Donc, je suis désolé, les gars, j'aurais peut-être dû. Mais on va voir, ça va nous amener direct, ça va briser la glace. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre, nous, c'était à l'époque, quand Sam et moi, on était dans le projet, 1700 km du litre? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas sur tous les véhicules, tous les autos qu'on a, donc les Civic et autres? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question-là? Ben ouais, je pense que en gros là, c'est d'avoir le meilleur rendement possible sur toutes nos arrivées de puissance. Fait que là, on pense au moteur. Alors, nous, on a un moteur à combustion interne. Puis sinon, de réduire tout ce qui est perte. Fait que friction, là, on va penser à l'air, on va penser aux transitions de puissance, bearing, chaîne, tout ça. Puis pourquoi est-ce que ça peut pas être sur tous les véhicules? C'est qu'on fait beaucoup de compromis, là. On perd de l'espace, fait que la pilote, mettons qu'elle est restreinte un peu, puis elle a pas beaucoup de place, elle a pas de fun à être là-dedans trop longtemps, là. Pour peut-être introduire les gens qui ne connaissent pas le projet, si tu comparais, mettons, le supermillage avec un véhicule standard, ce serait quoi les gros points de différenciation? Juste pour que les gens comprennent que c'est pas nécessairement une voiture comme on voit sur les routes. Je pense que notre voiture, elle rentre dans une remorque de pick-up, mettons. Tu sais, c'est un véhicule prototype qu'on appelle, là, fait qu'il y a absolument rien de ça qui pourrait marcher sur une route normale, là. Par exemple, il n'y a pas de suspension parce qu'on veut l'alléger. La forme de la coque ressemble à une petite fusée, par exemple, pour optimiser l'aérodynamisme. Tu sais, notre moteur est complètement custom puis optimisé pour le poids du véhicule. Tu sais, j'imagine que si on voulait le designer tout public, c'est des choses qu'on pourrait faire, mais à la fin, on roulerait sur une piste cyclable, tu sais, on peut rouler à peu près à 35 km/h, tu sais. Ouais, C'est, la vitesse est limitée, là, c'est ça l'affaire. Là. Puis, ouais. je vais juste le mentionner tout de suite parce que là, je le remarque, puis j'aurais peut-être dû le mentionner au début. On a peut-être un petit délai là, quand on se parle. Quand vous voulez nous interrompre, puis quand nous, on vous interrompt, ça a l'air un petit peu plus tôt. Là, fait que je suis vraiment désolé là, de ce que j'ai l'air de vous interrompre. Là. C'est vraiment pas le but non plus. Puis il faut savoir aussi qu'on expérimente un nouveau setup. On en a parlé un peu en pré-entrevue, mais c'est ça. Cette semaine, là, on a un setup assez complexe. Là. Alex, le technicien, nous a fait toute qu'une affaire. Fait que vous nous voyez en qualité quand même assez intéressante. Puis en même temps, on a des gars sur le corps en même temps. Fait que non, c'est super. Peut-être pour lancer un peu le bal, là, j'aimerais ça peut-être introduire le fait que ce qui est cool, je trouve, c'est que là, on a 2 personnes dans le supermillage. Puis Émile puis moi, ben, on était aussi dans le supermillage, mais il y a quelques années de ça. Fait que, on va vraiment vous poser des questions un peu candides, dans le sens que peut-être qu'on sait une piste de la réponse, mais on veut voir comment que le projet a évolué, puis un peu les gens puissent comprendre c'est quoi l'ampleur du projet. Vous étiez dans le supermillage en quelle année? Juste comme ça. Ouais, c'est la question, j'ai demandé. Tout est rentré en 2017. 2016, dans le fond, en 2016, c'était ma première année. Je suis resté là en 2016, puis après en 2017. Mais, puis bon, je veux pas parler pour toi, mais mon implication était très, très limitée. Ok, ça s'est tenu à la ligne à essence. Là. Ouais. Fait que je connais assez bien la ligne à essence de 2016. Là, ça fait 7 ans de ça, finalement. Là. Fait C'est que, la ligne essence du SAE, hein, je pense que j'avais entendu dire. oui, oui, je pense que c'était Ouais, ça. c'est ça. C'est quoi? Parce que là, ça a changé depuis, probablement, ou t'as entendu dire entre les branches que ma ligne à essence était extraordinaire, c'est ça? Ouais, exact. Non, c'est juste que on a 2 règles différentes là, pour le SAE puis pour le Shell, fait que on n'utilise pas de petite pompe là, électrique au Shell. Fait que ça fait 2 lignes à essence différentes, là. OK, fait que c'est C'est ça. ça. Fait que là, tu as dit le SAE puis le Shell. Fait que dans le fond, ce qu'on parle, là, c'est les 2 compétitions. C'est ça? Fait que là, le véhicule, on les amène, puis on a ces 2 compétitions-là avec les règles un peu différentes. Exact, c'est ça. Fait que c'est comme 2 compétitions qui se passent aux États-Unis puis qui sont plus gros format pour le supermelage.
On avait le SAE qui se passait en juin, donc au début de l'été, puis à la fin de session, il y a la compétition Shell d'avril, là, que c'est vraiment la plus grosse des deux, le plus gros budget. Puis l'an passé, on a participé à la dernière compétition SAE. Donc, ils en ont pu. Hein? Ils ont fait la dernière édition, puis ça se répète pas. C'est fini, là. Il n'y en aura plus Ah jamais. ouais. Exact. Je ne sais pas s'il y en aura plus jamais, mais je crois que l'organisateur a décidé d'arrêter cette année. Fait que là, ils ont comme plus le circuit puis l'emplacement. Je pense Ok. qu'ils veulent changer un peu les règles aussi, vu que c'était peut-être pas la compétition la plus populaire. Là. Faut pas se le cacher. Ouais, puis si je me trompe pas, le SAE, c'est lui qu'on avait le droit à une pompe à essence, une petite pompe électrique. Ouais. Ouais, exact. OK. Ah, pourtant, notre ligne était incroyable. Ouais, non, j'ai pas. Sérieusement, je me rappelle tellement pas parce que j'étais tellement. Ce que je faisais, c'était tellement pas poussé. Personnellement, je me rappelle même pas. Fait que c'est quoi, dans le fond, le SAE, c'était une petite ligne pompe électrique versus dans le Le Shell, SAE, c'était on quoi? avait une pompe électrique, puis dans le Shell, on n'avait pas le droit d'avoir de pompe. Fait qu'il fallait admettre de l'essence. Je pense, il me semble que c'était 50 ou 60 PSI sans avoir de pompe. Fait qu'on pressurisait un contenant, puis on Ah! pressurisait la ligne au complet. Ouais, c'est ça. Ben, on a une petite bouteille d'air comprimé là, qu'on utilise, qu'on met dans le char. Puis avec un pressure regulator, on comprime la bouteille à 60, puis finalement, on comprime notre ligne à 40 PSI tout le long de la piste. Là. Fait que on garde Mais, notre pression de 40, puis on n'a pas besoin d'utiliser une petite pompe électrique. Là. mais je me demande donc, c'est quoi, tu sais, si d'abord dans le SAE, on avait le droit à une belle petite pompe électrique, top of the line, pour quelle raison, peut-être on n'est pas obligé d'embarquer dans les détails non plus, pour quelle raison est-ce que tu mentionnais, Gabriel, que le SAE, c'était peut-être une compétition qui était moins aimée, mettons, que le Shell? C'est quoi, mettons, leurs avantages et désavantages? Je dirais pas qu'elle est nécessairement moins aimée, mais elle me semblait moins populaire. Puis je pense que ça vient surtout au fait que Shell, c'est plus une grosse entreprise. Là. Il y avait plus de peut-être de marketing ou plus de je sais pas, de publicité là, pour l'événement. Là. Puis les prix à gagner sont plus gros aussi. Ça On ressemble à quoi, négligeable. les prix? Je crois que c'est cette année, la première place, c'est autour de 3000 US. Ouais, c'est un beau Ouais. petit prix, là, tu sais. C'est sûr, c'est des grosses équipes, mais en même temps, c'est hot de dire, hey, j'ai gagné un prix avec ma Ouais. participation. Puis même si au final, quand tu le divises, peut-être ça revient à genre une centaine de pièces, je sais pas, ben, tu peux dire, hey, j'ai mérité ça, tu sais, on a fait ça. Puis Nous, on le redivise en pizza pour l'équipe. 3000 pièces de pizza. Ouais, ça fait mal. Un autre facteur entre les compétitions, c'est que SAE, c'était vraiment plus petit format, là. Fait que c'était tout préparé par Eaton Corp. Dans le fond, c'est là que la compétition se passait, puis on comprenait finalement que SAE, c'était plutôt un sponsor de Eaton pour qu'il prépare la compétition, là. Puis les seuls qui pouvaient participer, c'était prototype à essence. Fait que, tandis que Shell, ben, on a les chars prototypes, puis on a les chars Urban Concept. Donc, Urban Concept, c'est comme pour faire road legal, là. Donc, les chars sont beaucoup plus gros, ils ont des feux en avant, arrière, ils ont des wipers, ils ont tout ça. Puis aussi, ils acceptent plus de types d'énergie. Donc, c'est pas juste essence, c'est diesel, c'est éthanol, c'est électrique, c'est hydrogen fuel cell. Fait que ça aussi permet à rentrer beaucoup, beaucoup plus de compétiteurs, là, puis de faire des compétitions plus gros format. Là. Parce Est-ce que que c'est SAE tout n'avait en pas. même temps, mettons électrique en même temps qu'essence, ou c'est des compétitions séparées? Ouais, je pense qu'ils ont lieu en même temps. Ça dépend des lieux. Là. Je sais qu'en Europe, les deux compétitions suivaient. Là. On avait comme les compétitions essence, puis ensuite il y avait la compétition électrique. Mais si on prend la compétition America, ben les deux se passent en même temps. Fait que ça dépend des compétitions des lieux. OK, fait que c'est quand même. OK, on voit que quand même une certaine grande diversité, puis on dirait que. Thanks. On dirait que je veux pas trop. On dirait que je veux pas trop rien supposer, puis je veux pas aller trop à l'avance de l'entrevue non plus, parce que je sais, Gabriel, tu parlais peut-être un redesign ou une conception complètement neuve d'un véhicule, peut-être électrique, Mm. mais je remarque une certaine diversité, puis on dirait que c'est-tu moi ou ça peut peut-être être injuste si tu compétitionnes. Mettons, il y en a un qui a le véhicule du permillage avec. Qui fait, mettons, avec une petite bouteille à essence, puis de l'autre bord, t'as un char électrique. Tu sais, est-ce que vous, mettons, vous dites, ah ouais, je suis assez confiant que notre véhicule à essence est vraiment plus performant que le véhicule électrique, ou le véhicule électrique a tellement plus de chances que on va les détruire là, avec ça. Ouais, c'est quoi l'étalon de comparaison entre les deux? Ils sont séparés en catégories carrément, en fait. Parce que c'est impossible de classifier le rendement d'un moteur à gaz comparé avec un rendement d'un moteur électrique, par exemple. Là. C'est juste des barèmes complètement différents.
Puis, tu sais, ils sont optimales dans à différentes vitesses, à différentes plages, dans différents événements aussi. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils font un prix pour véhicule combustion interne, un prix pour le moteur électrique, puis je crois qu'il y a un prix pour hydrogène. Une compétition, on peut parler un peu, ça ressemble à quoi, pour les gens qui n'ont jamais vu ça, une compétition de supermillage? C'est quoi les paramètres, mettons, de la course? Il y a un circuit, donc d'une certaine longueur. Notre compétition SAE en juin, c'était 2,2 km. Là, cette fois-ci, Shell en avril, ça va être 3,9. Puis tu fais un nombre de tours de circuit pendant un certain nombre de temps, là, genre 30 minutes. Puis tu vas additionner toute la distance que tu as parcourue. Puis tu vas regarder l'essence que tu as utilisée pour parcourir cette distance-là. Puis au final, tu vas avoir un résultat en kilomètres par litre. Là. Nous, c'est ce qu'on utilise en essence. Puis c'est lui qui a le plus de kilomètres par litre au final qui va avoir le meilleur résultat. Ça, c'est l'aspect course. Ça, c'est Mais l'aspect de course. ouais, mais il y a toute la préparation à la course. Tu sais, souvent, mettons, la compétition Shell qu'on va aller, qu'on est en train de préparer, elle dure 5 jours. Et puis, les 3 premières journées sont presque 100% pour les Tech Inspect qu'on appelle. Donc, nous, on arrive avec notre véhicule, puis on les présente à des techniciens, puis ils valident qu'on respecte 100% des règles pour qu'on soit comparable entre les véhicules, mais aussi pour assurer qu'on ait une certaine sécurité. Parce qu'on roule sur des routes quand même, il y a beaucoup de véhicules, il faut être capable de partager la route, puis de s'assurer que notre pilote ne sera pas blessé ou qu'il n'y aura pas de problème, par exemple, si on doit la sortir du véhicule rapidement ou si elle fait un accident. Donc, il y a comme un peu un aspect sécurité, il y a l'aspect comparer les véhicules, puis là, une fois qu'on respecte les règles, ben là, on s'en va sur la piste. OK. J'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup d'expérience avec la compétition, mais je sais qu'avec la pandémie, il y a peut-être eu des problèmes, il y a peut-être eu des affaires, des compétitions qui étaient cancellées et tout ça. Je pourrais vous demander, vous autres, donc ça fait à peu près combien de temps que vous êtes dans l'équipe, puis êtes-vous allé justement à beaucoup de compétitions en vrai, puis ça ressemblait à quoi, là? Moi, ça fait 3 ans que je suis dans le supermillage. Puis là, c'est l'éléphant dans la pièce, là, mais quand j'ai rejoint, c'était le début de la COVID. Donc, veux pas, les activités étudiantes, comme on fait, ça a été complètement proscrit. Donc, on n'avait plus accès à notre véhicule, à nos ateliers, puis à notre projet. Que les compétitions étaient proscrites aussi, parce qu'ils sont à l'international. Puis ça a duré pendant presque 2 ans. Donc, la première compétition que j'ai faite, c'était en juin passé. Puis on s'est inscrit presque limite parce qu'on attendait de savoir si on avait le droit de traverser les douanes. Ah ouais. Ouais. Puis est-ce que ça, la pandémie, je veux dire, nous, quand on a quitté le projet, on avait des projets ou des trucs long terme que le Supermillage voulait faire, mais j'imagine qu'avec la pandémie, ça a dû ralentir pas mal ça. Tu sais, mettons, nous, quand on est parti, je sais que la coque était pas mal due pour être redesignée. Est-ce qu'il y a des activités, mettons, qui ont été retardées à cause de ça? Oui, mais en fait, on a eu... il y a eu un manque de membres là, dans les équipes pendant la pandémie. Fait que il y a comme beaucoup de projets qui ont été mis en pause, j'imagine. Là, puis je dois t'avouer que la coque, moi, j'y ai jamais songé. Là. Je me suis dit que la coque était bonne en masse. Puis finalement, j'étais Un allé peu sur d'autres projets. le Là. running gag, même que quand nous, on parle à d'autres gens du Supermillage encore plus vieux que nous, c'est le temps, ouais, la coque est due. C'est comme un Ouais, petit ouais. projet qu'on repousse à plus tard. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est une question. J'aime ça parce que c'est une question de priorisation. Je trouve ça intéressant de Ouais. dire, là, regarde, on n'a pas le temps de niaiser, on n'a pas de monde, genre, il y a pas assez de monde parce qu'il y a la pandémie, puis I guess que ça fait en sorte justement que c'est plus difficile d'attirer des nouveaux membres, il y a personne qui est là en personne à l'uni. Là, on regarde, on niaise plus, puis on fait vraiment ce qui est important, puis j'ai toujours aimé ça, cet aspect-là, puis ça rentre beaucoup en lien avec le supermillage, là, de un peu perfectionnement, puis de juste y aller avec ce que t'as, là, justement. Là. Fait que, avec le supermillage, t'as un certain set de règlements Mhm. assez sévères, de ce que je me rappelle. Puis là, c'est OK, on n'a pas de monde, go, on fait ça. Là. Tu sais, nous autres, tu sais, c'est une autre affaire, nous autres, là, Sam puis moi, tu sais, encore une fois, je ne vais pas parler pour Sam. Pour ma part, je participais pas énormément, mais je me souviens que les gens, mettons, qui étaient dans le Formule, qui est me semble que c'est un genre de Formule 1 électrique, là, ou peut-être même pas électrique, là, Mhm. puis des gens dans le supermillage. Quand on commençait, était à gaz, puis ils l'ont changé électrique. OK, ils l'ont converti, c'est ça, entre-temps. OK, c'est ça. Bon, ces équipes-là, dans le fond, les gens qui s'impliquaient assez, dans le fond, pour que ça ait un impact, ils devaient comme quasiment tout laisser derrière. Ben, pas tout, là, mais ils passaient vraiment une grosse partie de leur temps, me semble, à faire ça. C'est quoi un peu votre avis là-dessus? Vous, est-ce que vous passez beaucoup de longues soirées à l'université à travailler là-dessus? Ou, Écoute, ça change de semaine en semaine, là, mais je te cache pas que moi et Gabriel, on passe trop de temps là-dessus. Là. Euh,
ça va aller de projet en projet, ça va aller de est-ce qu'on planifie faire une sortie dans pas long, mais c'est sûr que ça va demander plus de temps. Faut qu'on change le moteur de place pour le remettre dans le char. Faut que l'électronique soit prête. Si on voulait réparer les câbles, faut le faire maintenant. Fait que là, finalement, on concentre toutes les dates de terminaison de projet, ils se concentrent tous sur la sortie, puis tout le monde est au rush, là. Puis c'est vrai que la formule, c'est un peu plus gros projet, là, je te dirais. Ils ont besoin de faire un nouveau char à chaque année, fait que ça a besoin de plus de monde. Euh, mais écoute, ça prend du temps, puis Ah oui. t'arrêtes de compter les heures après un certain temps. Puis vous, de votre côté, si je peux me permettre la question, c'est quoi qui vous a motivé à aller dans le super millage? Ah, c'est une bonne question quand même. Je pense que initialement, si on m'avait dit que j'allais y laisser ma vie sociale puis mon bonheur, j'exagère un peu là, mais genre probablement que j'aurais peut-être pas rejoint le projet. Mais à la fin, c'est que tu sais, quand j'ai rejoint, c'était un peu, tu sais, je voulais appliquer l'ingénierie, mais veux pas, c'était important d'avoir une expérience appliquée là, dans ce métier-là. Puis j'ai rejoint ça un peu dupement, là, juste pour voir ça ressemblait à quoi. Puis je me suis fait un peu embarquer par la patente avec les projets. Puis tu sais, on carbure un peu à la passion. Qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau problème ou que je pensais à quelque chose de nouveau, j'avais juste envie d'explorer puis de vivre un peu ma curiosité là-dedans puis de trouver, voir si je pouvais l'optimiser ou le réparer. Puis finalement, tu te rends compte que tu aimes vraiment ça, faire ça. Puis comme tu y laisses ton temps volontairement. Là. Ouais, je trouve que c'est vraiment une belle introduction un peu à l'ingénierie. Tu sais, quand tu commences à l'université, oui, il y a les stages, mais en même temps, tu sais, le projet étudiant te permet de toucher pendant les cours. Tu sais. Les stages, c'est plus l'été, en tout cas, qu'on les fait à l'Université Mhm. Laval, mais tu sais, super là, je trouvais que c'était ça qui était cool un peu, tu sais, avoir un premier contact avec, sélectionner des pièces, aller un petit peu à l'atelier, manipuler. C'est sûr que c'est pas comparable à une expérience en entreprise, de mon avis, mais c'est quand même un beau premier pas, je trouve. Ouais, puis peut-être que je pourrais. Il y a une affaire qui m'a marqué dans ce que tu as dit, là, tu sais, les défis. Là. Tu sais, moi, ça m'avait tout le temps un peu. Quand j'entendais ça avant de. Ben, quand je faisais mon bac, puis tu sais, justement, j'étais pas tant impliqué dans le superménage que ça, c'était pas quelque chose que je vivais vraiment. Mais le monde qui disait, ah, moi, je carbure au défi, ça a été long avant que je comprenne c'est quoi que ça veut dire exactement, carburer au défi. Tu sais, on dirait que c'est que des fois, quand il y a vraiment un problème que tu as réglé, puis que tu le règles, il y a tellement genre un genre de bonheur étrange à décrire qui vient de ça, là, puis une genre de satisfaction énorme. Là. Je trouve que ça résonne vraiment avec moi ce que tu as dit par rapport à ça. Tu sais, là, faut pas, je pense non plus, faut pas exagérer. Tu sais, il y en a peut-être qui font à job des semaines de 80 heures, pas à ma job, mais tu sais, en général, là, sûrement qu'il y en a qui font des grosses semaines. Là, des fois, c'est peut-être exagéré. Là. Ouais, il y a un juste milieu à tout. Ouais. Mais... Tu tu sais, quand sais, t'es ouais. étudiant, je pense que c'est le bon moment de te tirer un peu dans quelque chose, puis y mettre beaucoup de Ouais. temps puis beaucoup d'efforts. Tu sais. C'est sûr que, Ouais. ouais, tu parlais de la job, là, il y a toujours une balance un peu santé mentale qui va avec ça, mais un projet étudiant, je trouve que c'est une belle expérience quand même, là, de se pitcher là-dedans, puis apprendre justement à quel point tu es capable d'en prendre sur tes épaules. Là. Moi, je vous lève mon chapeau, tu sais, c'est quand même pas évident de prendre beaucoup de responsabilités dans un projet que tu sais, t'es pas payé pour ça. C'est à peine ou pas reconnu par l'université non plus. Tu sais, tu peux le faire créditer comme un cours à option dans certains contextes, mais encore là, tu sais, je veux dire, c'est un projet que vous faites vraiment en bénévolat. Là. Vous en retirez pas grand-chose de ça, puis vous y mettez vraiment beaucoup d'heures. Fait que c'est tout à votre honneur. Euh, Puis si vous vouliez parler, mettons, à des... Parce que là, on fait le podcast un peu aussi pour donner de la visibilité à votre projet, parce que tu sais, je trouve que les deux, on a participé, puis c'était vraiment, moi, je trouvais que c'était le fun. Mais mettons que vous parlez à des jeunes étudiants, tu sais, qu'est-ce que vous leur vendriez par rapport au superménage? Qu'est-ce que vous leur diriez pour faire, mettons, hey, venez avec nous, c'est des beaux défis, tu sais. Ben, je pense que Gab il a dit le mot, là, ça te permet d'appliquer ce que tu vois dans tes cours. Hein. Mais souvent, surtout à l'Université Laval, c'est très théorique. Fait que ça te permet d'aller voir ça, mais sur un côté appliqué dans ta conception. Puis tu choisis tes projets. Moi, ce que j'essaye de dire pour vanter le projet, c'est que c'est sur base volontaire. Fait que tu- je vais te proposer quelques projets, puis tu vas prendre lui qui t'intéresse, puis tu vas le faire dans le temps que tu as, puis que tu veux y mettre. Puis, tu sais, surtout en ingénierie, j'ai l'impression que beaucoup de monde ont des petits projets sur le side, puis ils aiment ça bagosser, là. Fait que, écoute, pourquoi pas le faire dans un projet étudiant avec un groupe de personnes avec un but bien particulier, puis essayer d'avancer quelque chose, là. Je pense Mhm. que, je pense que c'est le Si fun. je me souviens bien, en plus, le Sunlage, c'est un des projets qui a quand même une bonne source de financement. Tu sais, tu veux faire des projets, les moyens sont là, par rapport à d'autres projets étudiants. Souvent, tu sais,
il y a des bons commanditaires quand même qui supportent ce genre de projet-là, puis ça permet quand même d'essayer des choses, puis de manipuler des pièces ou des technologies que ben, ça serait dur de faire ça dans ton sol chez toi, mettons. Mhm. Non, je pense que tu Euh, marques un point. Nous, je pense que vu qu'on reconstruit pas le véhicule à chaque année, c'est vrai qu'on a un peu plus de moyens que les autres projets, là. Puis c'est un peu ça, on a aussi notre axe de vente, là. Tu sais, si tu as envie d'essayer une nouvelle imprimante 3D, peut-être qu'on peut se le payer, tu sais. Parce que c'est vrai qu'on fonctionne un ouais. peu comme ça. Justement, là, par rapport à ça, tu sais, mettons, par exemple, toi, Christophe, parce que moi, mettons, personnellement, je suis plus en mécanique, puis c'est plus un domaine que je connais plus. Tu as dit, tu peux choisir tes projets. Fait que toi, par exemple, peut-être pour commencer à nous faire entrer dans le gras du sujet, on pourrait dire, c'est quoi un peu les projets sur lesquels tu focuses? Ouais, ben écoute, comme je l'ai dit au début, là, c'est soit que tu veux améliorer le rendement de ton intrant, là, fait que du moteur, ou ben sinon on va essayer de réduire les pertes. Fait que là, on va regarder les breaks, c'est de quoi changer, va regarder si on peut réduire du poids quelque part. Sinon, on veut on veut mettre la coque plus étanche, là, il y a quelques places, c'est qu'elle ferme mal avec nos simples clips, fait qu'on va essayer de mettre des petites languettes pour mieux la fermer, tout ça. Fait que nous, on a une série de projets là, qu'on peut offrir. Puis selon ce qui t'intéresse, ben, on va essayer de te diriger là-dedans. Là. Plus particulièrement, un gros projet, moi, c'est le moteur en ce moment que je travaille. Je travaille en investigation. Je me dis que vous aviez ce cours-là aussi. Là. Nous, ben, tu parles du cours à la fin du bac, là, que Ouais, tu as des montages, puis tu analyses les montages, tu fais de l'acquisition de données. Là. Ça, ouais, ce c'est ça, cours-là, exact. on se l'est fait, c'était en mars 2020, le Oh, fameux ok. mars 2020. Là. Fait qu'on a fait la moitié Ouais. du cours, puis on fait retourner chez vous. Mais ouais, tu sais, ben, en tout cas, ouais, fait que l'investigation, fait que là, tu le fais dans le cadre du cours d'investigation, c'est ça que tu mentionnais. Ouais, c'est ça. Fait que là, Fait c'est quoi que tu as à investiguer là-dessus? Nous, on investigue le moteur du fermelage. Fait que là, on change des données dans le CU pour voir si on pourrait pas améliorer le rendement du moteur. Je sais pas si tu veux qu'on rentre là-dedans. Là. C'est quoi un CU? Un ECU, c'est un Engine Control Unit. C'est dans le fond ce qui fait fonctionner l'électronique de ton moteur. Ça ressemble à ça. Ça a des capteurs, puis ça envoie des signaux. OK, mais là, toi, mettons, moi, je suis vraiment pas bon en électrique, OK? Genre des ordinateurs, programmer des choses, je suis vraiment pas bon. Fait que toi, travailler avec ça, ça veut dire que tu as certaines compétences de programmation. Ça veut dire forcément, vu que tu dois sûrement tuner le moteur, ou c'est peut-être avec Gabriel, ou je sais pas comment vous splittez ça, là, ce travail-là. Là. C'est hot, là, je sais pas. Ouais, c'est quoi la coordination entre les deux? Parce que tu as tout en mécanique, puis Gabriel est plus en électronique, j'ai l'impression, mais comment vous coordonnez un peu les deux champs de compétences? C'est une personne qui dit OK, moi je me crains que le moteur, ou bien vous êtes, mettons, des multidisciplinaires, puis vous partagez un peu des responsabilités là-dessus? Je pense qu'on a tous les deux de la job à donner pour que le moteur fonctionne. Là. Moi, je te trouve quand même Vas-y. pas mal multidisciplinaire. C'est large, là, faut ratisser large quand même. Là. Quand on parlait de mécanique puis d'électronique, dans un sens, oui, en mécanique, on en voit un petit peu, mais j'ai l'impression que les gars d'électronique sont bien utiles. Mais ça, moi, je me souviens, dans nos années, il en manquait là, du bon en électronique. Ouais, il me semble qu'il y avait un gars. Si je me rappelle bien, là, c'était un vétéran, là, mais il y avait un gars, puis il travaillait beaucoup, là, me semble, sur le projet, là, si je me rappelle bien. Ouais, mais Effectivement. Gab, c'est notre un gars. Ouais, C'est lui! Ah, c'est ça! Voilà, c'est moi ça. le vétéran. Fait que là, ben Voilà. ok, fait que tuner un moteur, écoute, c'est une affaire que j'aurais peut-être dû leur poser quand j'étais dans le projet, mais j'ai jamais vraiment eu la chance. Puis tu sais, je sais qu'en général, je sais un peu comment ça fonctionne, c'est I guess que tu altères les variables d'injection et de rotation là, du moteur, mais c'est quoi exactement tuner un moteur pour toi? Mais en fait, il pourrait y avoir plusieurs composantes. Là, si notre ECU était complexe, mais on n'a pas de lecteur de température qui va à notre ECU, on n'a pas de lecteur d'oxygène là, qui va à notre ECU. Fait que tout ce qu'on lit qui nous sert, au final, c'est notre vitesse à laquelle qu'on va. Selon la vitesse à laquelle qu'on va, les deux variables qu'on modifie, c'est le temps d'injection, donc la quantité d'essence qu'on envoie aux deux tours de cycle, aux 4 cycles au final. Puis l'angle d'allumage. Donc, quand est-ce qu'on fait allumer les bougies? Quand est-ce que les bougies spark dans la montée ou la descente du piston? Au final, on a comme quelques plages de vitesse. Dans les plages de vitesse, on a un temps d'injection puis on a un angle d'allumage. C'est les deux variables qu'on fait bouger là, dans les différentes plages. OK, fait que c'est quand même pas tant de variables que ça. On dirait que dans ma tête, je voyais ça tellement large. Je me faisais c'est deux variables avec un cycle de moteur. Donc, c'est de dire, OK,
quand est-ce qu'on shoot l'essence en dessous du piston, puis quand est-ce qu'on allume le spark en dessous du piston. C'est quand le meilleur timing, dans le fond, c'est-tu quand il est en train de remonter, tu disais, ou quand il est en train de redescendre, mettons. Ouais. C'est combien de temps on envoie de l'essence? Parce qu'en fait, l'essence, on l'envoie pendant que la valve est fermée. Là. On envoie notre essence sur la valve, puis quand on ouvre la valve, ben, l'essence se vaporise avec l'entrée d'air. Fait que ça, on varie pas vraiment avec le temps. Avec l'angle, mettons, là, mais on varie avec combien de temps on en envoie, donc quelle quantité on en envoie. Puis effectivement, ben là, si on pense à l'explosion, ben, pendant que les gaz se compressent, le piston monte, on va se demander quand est-ce qu'on envoie le spark pour commencer la combustion. Puis le fait d'avoir d'autres variables autour, comme la température que tu citais, c'est-tu parce que, mettons, vous manquez de temps pour l'incorporer ou parce que c'est plus complexe? Ou c'est quoi qui vous empêche, mettons, de le faire pour préciser votre modèle? C'est des limitations électroniques. Sur notre dynamomètre, on a beaucoup plus d'instruments que dans le véhicule. Puis la raison à ça, c'est à cause que on utilise quand même une vieille technologie là, pour contrôler notre moteur. Puis l'ordinateur est juste pas modifiable, si on veut. C'est un module qu'on a acheté puis qu'on a légèrement modifié pour que ça fonctionne, mais à la fin, il est fait pour faire marcher des moteurs dans un char. Fait qu'il y a comme... c'est pas fait pour prototyper. Fait que OK, c'est fait vraiment pour rouler. Ouais, Là. C'est fait pour fonctionner en régime permanent. Là. C'est pas vraiment fait pour Ouais, gosser. exact. Là. Ça, c'est un projet que j'aurais aimé faire, là, le remodifier. C'est- Ça prendrait de la télémétrie live, autrement dit, dans la course, que vous n'êtes pas capable de supporter avec votre électronique actuelle. Ouais, c'est exact. Fait que là, tu as mentionné le mot dynamomètre. Tu m'avais écrit ça par courriel quand on Ouais. commençait à se parler du potentiel de l'épisode. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer, moi qui est un peu abruti, honnêtement, là, c'est quoi un dynamomètre? Parce que j'ai l'impression que je devrais savoir c'est quoi, mais je sais pas. Sûrement que Sam ici, c'est quoi même, là, je sais pas. Ben, c'est un bal d'essai, là. C'est un frein, c'est un frein magnétique qu'on utilise pour garder le moteur en régime permanent, justement, pendant qu'on fait des tests dessus. OK, fait que ton moteur est comme installé, mettons, sur une table. Tu as un genre Ouais. de roue qui tourne, Sur une une genre roue de roue d'inertie, inertielle. OK, ouais. Fait que ça simule, mettons, de rouler sur la route avec une certaine masse. Ouais. Puis on la freine pour pouvoir garder le moteur à la vitesse qu'on veut. Parce que OK. justement, comme je te disais, ben, on a des tables de RPM, puis on veut changer les valeurs dans les différentes tables de RPM. Fait que là, il faut vraiment choisir quelle vitesse qu'on veut, puis ça, on le détermine on va la chercher en freinant le moteur à une certaine vitesse. OK. C'est intéressant, puis on dirait que cette interaction-là a montré encore une fois à quel point que le génie mécanique, c'est super vague, parce que tu sais, les deux ont été ingénieurs mécaniques. Moi, j'ai travaillé plus en automatisation, en fabrication. Émile a travaillé plus en conception mécanique, plus du côté optique, si je peux dire. Ouais, différent, loin des moteurs, mettons, Ouais, là, c'est c'est ça. sûr. Fait Là, que ouais. tu sais, c'est moins notre champ de compétences. Les deux ont été ingénieurs mécaniques, puis ça fait quand même un bout qu'on travaille Wow. là-dedans, mais c'est pas non plus, tu sais, c'est pas tout le monde qui travaille sur des moteurs. Puis je trouve que si tu tripes là-dessus, ben, le surmenage, c'est quand même une belle porte d'entrée dans une sens. Je suis sûr qu'on a tous déjà à Noël eu un mononcle qui nous a dit ouais, j'ai un problème avec mon char, toi t'es en mécanique, t'es en génie mécanique, c'est sûr que tu peux m'arranger ça. Là. Puis on a tous, I guess, à un certain moment dit non, je peux pas, mais vous autres, vous pouvez peut-être un petit peu plus. Ben, peut-être toi, Christophe, vu que t'es en génie mécanique, Gab en électrique, là, mais je sais pas, sûrement que t'es un patenteux de char finalement, là. Je sais pas si ça s'applique. Là. Mais je suis rentré dans le projet pas du tout patenteux de char, avec aucune connaissance là-dessus. Puis finalement, j'ai compris que dans le projet, ce que j'avais le plus de fun à jouer avec, ben, c'est le moteur. Fait que, au final, j'en ai appris beaucoup. Ouais. Puis toi, Gabriel, tu sais, on parlait, il existe des supermillages électriques. C'est un peu un genre de rêve pour toi dans un sens que peut-être qu'on serait capable d'incorporer un moteur électrique dans cette histoire-là pour une autre compétition ou pour un autre projet ou même pour le supermillage actuel? C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais c'est pas pour les raisons que tu penses, j'ai l'impression. Euh, OK. Parce que, tu sais, d'avoir un moteur électrique, c'est cool, mais tu sais, c'est une autre gamme de défis pour moi. Mhm. Puis tu sais, en ce moment, il y a une tonne de défis d'électronique dans le véhicule à gaz qui me complètent, là. Genre, fait que pour moi, quand on dit d'ajouter un moteur électrique, c'est plus pour pouvoir permettre au projet de se diversifier, d'aller chercher plus de gens, plus d'intérêts, ou des gens qui ont plus d'intérêts différents. Puis c'est aussi de pouvoir participer à d'autres catégories de la compétition, dont le concept urbain, qui est un autre sujet complètement, là.
Je sais pas si vous voulez qu'on embarque là-dedans, mais On peut en parler, mais avant qu'on en parle, je trouve que c'est effectivement un très bon point que tu amènes. Puis le dernier épisode, c'était sur les différents domaines du génie. Puis on a parlé un peu du génie électrique et du génie électronique. Puis je trouve que c'est un peu ce que tu viens de dire, peut-être que toi, c'est plus l'électronique qui t'intéresse. Puis dans un sens, il y a des fois, un moteur électrique, ça suppose du contrôle électrique, de la transmission de puissance électrique, mais c'est pas, il y a aussi de l'électronique dans le moteur à gaz, ça, il faut le souligner dans un sens. Là. Fait que l'intervention d'un ingénieur électronique ben, est pertinente dans les deux projets également. Mhm. Et parle-moi en plus du projet urbain, je ne connais pas. Dans le fond, tu sais, avec la compétition OSCE qui a pris fin l'an passé, tu sais, on était un peu stressés à savoir où s'en allait notre projet. Puis notre solution qu'on a décidé, c'est de se lancer dans dans une autre catégorie carrément, qui est peut-être un peu plus populaire en ce moment, là, qui est le concept urbain. On en a parlé un peu tantôt, mais c'est un véhicule un peu plus complet, fait que c'est une autre gamme de défis, vu qu'il y a 4 roues, le conducteur il est assis au lieu d'être couché, il y a des whippers, il y a plein de petits accessoires dans le véhicule, des petits servomoteurs, des choses comme ça. C'est quelque chose on voudrait essayer, puis on le ferait avec deux moteurs électriques comme motorisation principale, versus là qu'on fonctionne à gaz, fait que ça donnerait comme une nouvelle voie d'aller chercher plus de gens, puis d'offrir plus de projets aux gens. Vous auriez deux véhicules en parallèle? Ouais, c'est exact. OK. Puis la course ben, du concept urbain, c'est quoi les paramètres pour gagner? Ça doit plus juste être l'économie d'essence, j'imagine? C'est encore l'économie d'essence qui est prioritaire, sauf qu'il y a plus de catégories dans la compétition. Comme il y a des essais un peu plus dynamiques, mettons savoir tu sais, les angles de courbure, la vitesse de réaction, tu sais, freiner, repartir, des choses comme ça. Tandis que là, nous, on fait juste faire des tours puis on compte le gaz. Eux, ils doivent réussir un certain nombre d'épreuves comme ça, puis ensuite ils comptent le gaz. Puis il y a aussi une catégorie où on peut automatiser certaines tâches dans le concept urbain qui est différent. Par exemple, tu sais, contourner des cônes ou faire des tournants, des choses comme ça. C'est comme OK. un autre Ah, angle de défi. Hein. c'est intéressant, je trouve que ça donne un peu un nouveau souffle au projet, peut-être. J'avais l'impression que le projet était très similaire depuis plusieurs années, dans un sens. Non, non, mais c'est ça, là, dans le fond, nous aussi, là, on commence à trouver qu'on fait le tour du poteau, puis à chaque année, finalement, ceux qui peuvent réellement améliorer de quoi dans le char, ben, c'est ceux qui sont dans leur dernière session, puis finalement, ils ont vraiment le temps, là. Ils ont les compétences, mais bon, ils rushent à finir leur bac. Fait qu'il a starté quelque chose de nouveau comme ça permet d'avoir des projets pour tout le monde, puis garder ça nouveau, là. Des nouveaux défis aussi, dans un sens, parce que le Shell, je pense qu'Université Laval le massacrait d'année en année. Là. C'était un peu comme le Canada au hockey, aux Olympiques. Là. Il me semble que c'était tout le temps record par-dessus record. Là. Ouais, c'est ça, c'est un bon point, ça. Comment ça va, les résultats, justement, en compétition? Est-ce que l'Université Laval gagne récemment ou non? Ou, il n'y a pas aucun jugement sinon, là, j'ai juste aucune idée. Je pense que la bonne façon de le dire, c'est qu'on compétitionne contre nous-mêmes. Wow. Mais tu sais, c'est peut-être un peu arrogant de façon de dire, mais comme on a un historique de première place, là, autant au SAE qu'au Shell, puis la deuxième place est souvent serrée, mais on finit toujours premier. Wow. Ben, bravo. C'est un truc que je me demandais, là. Ben, c'est intéressant, mais c'est ça, ça veut dire que justement, tu peux. Ayant on peut dire ce clout-là, quasiment, là, tu peux dire, OK, ben là, justement, on expand le projet, on a la nouvelle compétition urbaine. Et là, on va venir chercher peut-être justement, on peut dire, hey, on gagne à chaque année avec l'aspect plus mécanique, électrique, essence. Là, peut-être qu'on peut venir chercher une nouvelle motorisation, puis chercher des nouveaux joueurs, puis grossir l'équipe encore plus. Mhm. Peut-être qu'un jour, ça sera une compétition autant grosse que le Formule. Là. On l'espère, on se croise les doigts. Ouais, il y a toujours cette rivalité entre les projets. Mais c'est sûr qu'après ça, je pense que ça peut peut-être vous donner des nouveaux commanditaires aussi. Le scope de la compétition est différent, puis peut-être que ça amène de la visibilité qui n'est pas la même non plus. Fait que là, je me demandais justement, là, tu m'as mentionné qu'il y avait de la nouvelle instrumentation ajoutée. C'était-tu justement ce nouveau dynamomètre-là ou y a-tu d'autres nouvelles instrumentations là, qui ont été ajoutées récemment pour tester le moteur et tout ça? Je faisais référence principalement au dynamomètre. Parce que tu sais, tantôt, on disait qu'on essayait d'optimiser nos tables d'injection, qu'on appelle, pour le comportement du moteur. Puis comme on a rajouté un thermomètre, par exemple, sur le moteur, puis c'est quand même quelque chose là, de pouvoir quantifier les courbes de rendement par rapport à la température. Puis maintenant, on est capable de garder la température du moteur stable. Ça fait que ça aussi, c'est un truc qui est cool avec l'instrumentation qu'on a rajoutée sur le dynamomètre.
Puis là, on est en train de prototyper pour essayer de se rajouter un GPS ou un tachymètre, mettons, qui pourrait nous permettre de connaître la position du véhicule sur la route. Ça serait principalement pour nous permettre d'avoir une simulation de course pour être capable de justement optimiser quand on accélère, quand on n'accélère pas, comment on prend nos virages. Ah, il y a une notion de stratégie aussi là-dedans. C'est pas Ouais. toujours pied au plancher. Au contraire, là, il me semble que le moteur est allumé une fraction par rapport au temps qu'il passe juste à glider sur son élan. Mhm. Fait que c'est sûr que ouais, c'est un bon point que tu amènes. Dans le fond, vous seriez capable de simuler c'est quoi la course parfaite. C'est quand est-ce qu'on part, à quelle vitesse, quand est-ce qu'on arrête. C'est un Mhm. bon Ouais. point. Ben, en fait, la simulation est un peu faite, là. C'est justement un de mes premiers projets dans le superminage, puis qui m'a amené à plus m'impliquer, parce que j'ai compris que j'avais du fun. Euh, Puis finalement, on est un peu capable d'aller chercher notre parcours parfait là, avec nos forces de friction puis la puissance qu'on a de notre moteur. Mais on a de la misère à dire, bon, quand est-ce à repartir, quand est-ce à arrêter, puis essayer de comparer ça aux résultats expérimentaux, savoir à quel point nos hypothèses de friction sont bonnes. Là. Fait que justement, un tachymètre ou un GPS, c'est une manière de utiliser nos données puis lire nos données après avoir fait une course. Ça nous aiderait à comme, être encore plus sur la coche puis vraiment mieux déterminer quand est-ce accélérer puis quand est-ce arrêter. Fait que Ça fait une bonne différence. dans le fond, je m'excuse. Dans le fond, un tachymètre, c'est quoi la différence entre un tachymètre et un GPS? Avec le tachymètre, on a juste accès à la vitesse d'une roue, par exemple, puis on extrapole pour connaître la vitesse du véhicule au complet. Tandis qu'un GPS, on pourrait savoir où le véhicule est aussi sur les autres axes. Fait que par exemple, que la piste fait, je sais pas, 20-30 mètres de large, mais si le véhicule il zigzague à travers, ben on veut le savoir aussi. T'sais. Fait que le GPS permettrait d'avoir une meilleure approximation de la position du véhicule, mais le tachymètre est vraiment plus simple. C'est comme un compromis. Ouais. Peut-être qu'il y en a un qui est moins lourd aussi. Je sais pas à quel point ça a un impact sur la masse totale. Là. C'est vraiment minime, là, mais. Ouais. Ouais, c'est considérable sûrement. T'sais, on compte les grammes. Ouais, c'est ça, je me demandais. C'est un autre truc, c'est ça. Il pèse comment le véhicule? Là? Mettons qu'on compte. I guess que vous comptez la pilote, là, probablement, là, quand vous calculez la masse. Tu sais, ça pèse comment? Ouais. Avec le moteur, sans la pilote, il est comme 105 livres. Là. Peut-être un petit peu moins maintenant, on a réduit des trucs. Puis la pilote, Shell ne permet pas en dessous de 50 kg. Là. En fait, s'il est en dessous de 50 kg avec toute la soute et le casque et tout, il faut qu'on rajoute une plate pour la remonter à 50 kg au-dessus. Là. Ok, Fait ouais. que, On peut pas c'est notre utiliser un minimum. enfant pour conduire le véhicule, malheureusement. Malheureusement. Un petit frère de quelqu'un dans le projet. C'est l'idéal en plus, c'est tannant. Ouais, c'est ça. Mais fait que dans le fond, fait que c'est intéressant ce que vous mentionnez là, parce que ça veut dire qu'au final, avant, la pilote, c'est elle qui contrôlait les accélérations, décélérations. Elle avait quand même une part immense dans la réussite du projet. Puis là, euh, pas, je suis sûr qu'elle ou ils sont très bons, là, les pilotes. Mais là, ça veut dire qu'on ajoute peut-être on donne un petit peu moins de liberté, mais on vient peut-être se sécuriser un petit peu plus en simulant le parcours à l'avance. Et en disant, OK, là, les accélérations, on les gère puis on les prédit. Mais mais moi, ce que je me demande, c'est comment vous simulez overall justement les trajets. Je sais qu'il y a des simulations MATLAB, Simulink, là, vous m'aviez parlé brièvement quand on se parlait. Ça ressemble à quoi, là, vos simulations overall? Il y en a peut-être d'autres. Ben j'utilise Simulink, là, je sais pas si tu connais. Notre méthode de course, c'est accélération-décélération. Fait que là, je boucle entre des simulinks d'accélération, des simulinks de décélération, puis je lui rentre des valeurs de vitesse initiale puis finale à chaque accélération. Puis là-dedans, ben, j'ai toutes les forces de friction, là, de roulement, de gravité, d'air, de drag. Là. Sinon, j'ai le tire cornering aussi quand on tourne. Fait que ça, c'est toutes nos pertes. Puis sinon, je rentre mes tables de couple de moteur à chaque RPM. Puis j'ai aussi mon couple qui peut être transmis par ma clutch. Fait que j'ai un peu de glissement aussi. Avec l'inertie du char, le poids, les masses. Fait que je rentre tout ça. Je rentre aussi l'élévation de la piste puis comment elle tourne. Là. Fait qu'il me faut les données de la piste. Puis une fois que tout ça est rentré, ben là, ça se calcule tout seul. Là. Mais tu as mentionné un truc que je ne connaissais pas. Je pense que le cornering de pneus, ça se peut-tu? C'est ça que tu as dit? Ouais. En fait, c'est
c'est les pertes quand tu tournes, quand tu vires, là. Puis dans le fond, on a comme un petit frottement à cause de la déformation des pneus. Puis c'est juste des pertes de plus au final, là. OK. Fait que toi, t'es capable de simuler généralement tous ces petits phénomènes-là avec des variables dans le Simulink, dans les accélérations, décélérations. Exactement. Et étiez-vous capable de corréler votre modèle avec la réalité? Est-ce que ce que vous arrivez, ça correspond pas mal à ce qui se passe sur la piste? Ouais, ouais. En fait, là, j'avais rajouté un petit vent, là, puis j'arrivais... Avec un petit vent, j'arrivais à comme 50 km près là, du 1750 km par litre là, OK. en allant sur la même piste, puis les mêmes valeurs de coupe qu'il avait utilisées dans le temps. Là. Fait que je peux vraiment arriver proche. Ouais, Ouais. pour de vrai, c'est quand même vraiment impressionnant. Mais tu sais, là, en l'expliquant tout ça, tu sais, moi, oui, je connais Simulink. Sam, je sais que tu connais Simulink. Bon, Gabriel, je sais pas. Mais les gars, comment on ferait pour expliquer à un homme des cavernes, c'est quoi Simulink? Genre, je pensais dans ma tête, dans que tu parlais, là. Tu sais, je me disais, là, faut que tu expliques MATLAB. Après ça, faut que tu expliques la programmation. Après ça, faut que tu recules. Puis là, tu expliques, genre, je sais pas, les boucles, les if, l'ordinateur. Mais c'est quoi? Mettons pour quelqu'un là, qui n'est pas un homme des cavernes, mais qui est un homme moderne, là, mais qui connaît juste pas ça. C'est quoi? Comment on décrit Simulink? Genre, je saurais même pas genre, par où commencer. Mais j'ai de quoi, mais c'est peut-être trop complexe encore. Là. C'est un calculateur itératif qui est spécifiquement doué pour faire tout ce qui est intégral puis dérivé, là, parce qu'il se rappelle des valeurs précédentes qu'il a calculées. Là. Je pense que c'est assez Puis compliqué. Je pense que c'est la bonne façon de c'est le de la voir. programmation par bloc. Ouais, c'est ça, c'est de la programmation par bloc. Je pense que c'est la meilleure façon de l'imaginer. C'est comme une grosse planche vierge où on peut glisser des blocs qui font une opération mathématique, par exemple, comme un intégral, une différentielle ou une boucle d'asservissement, comme un, tu sais. Puis l'intérêt de ça, c'est que t'as pas nécessairement besoin de coder ou d'entrer des lignes de code. C'est vraiment juste un bloc. Ça, c'est mon intégral. Ça, c'est ma différentielle. Ouais, je pense que je l'aurais défini de même aussi. Là, tu sais, ça, c'est par bloc. Puis quand tu penses par bloc, ça fait en sorte que tu peux raccorder des blocs ensemble puis utiliser des procédés itératifs, comme tu disais. Fait que raccorder des sorties, des outputs d'une fonction, puis les mettre en input d'une autre fonction, puis créer des Ouais. boucles comme ça. Puis comme tu dis aussi, il n'y a pas de code, mais Simulink et MATLAB, c'est le même environnement. Au final, tu peux exporter ton Simulink en code MATLAB. Les deux sont Ouais, ouais, compatibles. les deux fonctionnent bien ensemble. Là. Puis là, peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est quoi MATLAB, rapidement, ben, c'est juste un genre de logiciel de traitement de données. Un langage de programmation scientifique. Mais c'est comme de plus en plus désuet dans un sens, j'ai l'impression. Là. C'est lent un peu là, comme langage. Ouais, Python est rendu vraiment Mhm. fort sur la programmation scientifique. Moi, en Ouais. industrie, je le vois beaucoup. Là, mettons, faire de la programmation fonctionnelle, là, c'est-à-dire pas, mettons, faire des applications, mais moi, dans mon domaine, il y a beaucoup de tests d'instruments. Puis les gens vont se créer des scripts en Python pour aller tester ces instruments-là. C'est du code vraiment facile à faire, puis ça exécute à peu près la même chose que les gens faisaient avec MATLAB avant, sauf Mhm. que tu ne payes pas la licence exorbitante de MATLAB. Ouais, en effet. OK. Nice. Ben là, on peut peut-être continuer à avancer un petit peu. Là. On a quand même, on avance quand même bien dans l'entrevue, je trouve. J'ai commencé pas à poser à peu près la moitié des choses que j'avais à vous demander. On dirait, là, par rapport aux compétitions, OK, ça, c'est une affaire qui m'a comme frappé. Là. J'ai été juge dans les Jeux de génie là, de l'Université Laval, puis c'est une affaire qui m'a comme frappé parce que je pensais pas que c'était ça l'affaire, mais c'est dans le fond, c'était la compétition machine là, dans laquelle ils doivent faire une petite machine, puis une genre de compétition sur un stage. Puis toutes les équipes, pas toutes, là, mais beaucoup des équipes, ce qui arrivait, c'est que leur robot, il fonctionnait très bien, genre 2 jours avant la compétition. Puis là, en arrivant là-bas, il y a un moteur qui a brûlé, il y a quelque chose qui a cassé. Puis là, j'ai comme allumé, j'étais comme, OK, c'est pour ça que c'est tough des compétitions, c'est que le transport ou juste le fait d'aller là-bas, il y a tout le temps quelque chose qui marche pas, puis là, tu dois te débrouiller. C'est-tu un peu comme ça que vous voyez, dans le fond, des compétitions? Puis sinon, c'est quoi qui fait qu'un système fonctionnel avant fonctionne mal une fois qu'on est là-bas? C'est un peu l'expérience vécue parce que dans une des années qu'on était là, le char marchait pas rendu à la compétition, je me souviens. OK, ouais, c'est vrai. J'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que c'est de quoi qui peut vous arriver quand même. Ouais, tu me fais angoisser. On essaye de rouler autant avant la compétition pour dire, bon, tout ce qui a pété, on va espérer que ça pète, puis on sache comment le réparer, puis on sache qu'on a les pièces nécessaires. Là. On peut pas être prêt à tout, mais on essaie. OK, ouais, fait que c'est vraiment de dire, c'est juste qu'il y a tellement de possibilités de bris, fait que c'est juste de tester à fond, là, juste tout tester, puis faire des vrais tests physiques et non des simulations. Ben, des simulations, c'est important aussi, mais
sais, puis ça, en tout cas, personnellement, je le vois beaucoup en industrie aussi. Là, c'est tellement important de tester à fond des systèmes. Parce que tu peux pas savoir, tu peux pas tout prédire, c'est impossible. Fait que des fois, c'est juste de le mettre dans l'environnement qui va être, puis de voir comment il va réagir, on dirait. Fait que c'est ça que tu dis. Fait que c'est juste. Il y a juste tellement d'imprévus qu'on peut pas vraiment répondre à cette question-là de manière cohérente. Là. Tout est custom-made par des étudiants, là, fait qu'il y a pas grand-chose de fiable au final, là. Ah, c'est. Puis on n'a pas un gros facteur de sécurité parce qu'on essaye d'être pas lourd, fait que c'est un peu broche à foin, là. Mais c'est génial. C'est une des raisons pourquoi j'adore le super millage. C'est la beauté des projets étudiants. Puis Mm. encore là, c'est un pont avec notre dernier épisode où on disait, on parlait un peu des salaires en ingénierie, puis on expliquait pourquoi que le salaire moyen est super élevé versus le salaire quand tu débutes. Puis c'est un peu, quand tu commences en ingénierie, tu sais rien. T'es à peine utile. T'as juste plein de bonne volonté. Là. Puis tu sais, les projets étudiants, c'est souvent ça. A priori, vous savez pas grand-chose, mais vous voulez tellement apprendre puis vous débrouiller qu'au final, ben, tu build up un peu une base de connaissances là-dessus. Ouais, c'est ça. OK. Maintenant, donc, développement de la motorisation électrique. Donc, on a parlé là, un peu le véhicule urbain. Comment ça se passe pour toi, Gabriel, ce côté-là? Ça doit être quand même beaucoup de design, ça doit être beaucoup d'implanter des nouvelles structures ou d'implanter quelque chose de nouveau. Des fois, la nouveauté, ça peut être intimidant, là. Mais tu sais, parce que là, dans ce fermillage, on sait que c'est un projet, ça fait doit faire une vingtaine d'années que ça existe. Fait que c'est tout le temps un roulement de ce qu'il y avait avant. Mais là, c'est quelque chose de vraiment nouveau là, sur lequel tu travailles. Là. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi un peu les défis par rapport à ça? Ouais, je crois pas que je me suis rendu jusque dans l'innovation dans mon projet. Tu sais, je reprends des technologies qui ont déjà été prouvées puis fonctionnelles, mais de l'implémenter à un moteur qui est comme custom puis de s'assurer que tout soit vraiment personnalisé pour que ça fonctionne sur notre système, c'était vraiment ça le cœur du défi, là. Euh, puis, je sais comme pas par où commencer, je suis en plein dedans, je suis en train de le designer. Donc, dans le fond, l'équipe s'est acheté un moteur BLDC, puisqu'on a décidé que le moteur brushless, c'était lui qui permettait d'avoir le meilleur rendement de puissance. Et puis, pour répondre aux besoins de la compétition, il fallait être capable de contrôler le moteur avec un électronique purpose-built, qui disent, fait que c'est maison, dans le fond. Fait que là, nous, on est parti avec ça, puis il fallait construire le circuit pour faire la commande. Donc, ça c'est comme le défi, là. C'était vraiment de construire comme il y a un étage de puissance pour permettre de transférer la tension ou le courant de la batterie qui est continu à un courant qui est triphasé, alternatif. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi un aspect de sécurité parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas nécessairement de court-circuit entre les phases du moteur qui pourrait arriver si notre commande n'était pas bonne, par exemple. Et là, un coup que tu réussis à solidifier ton électronique, tu es capable d'avoir des courants sinusoïdaux qui sont contrôlés puis sécuritaires, mais tu dois comme contrôler la commande parce que c'est pas suffisant de juste mettre du courant sinusoïdal. Il faut que tu t'assures que euh, l'angle entre les courants de tes phases il soit à 120 degrés tout le temps pour maximiser la performance. Et puis, tu dois t'assurer que tu envoies une commande de courant. Peut-être que je m'écarte, je me rends ici un peu trop loin dans les Non, détails. non, c'est correct. Moi, Ok. je pense que c'est correct. OK. Il faut aussi faut envoyer une consigne de courant pour s'assurer que le moteur il tourne à la vitesse puis qu'il produit le couple qu'on veut. Puis ça, c'est un autre élément d'électronique de puissance. Ça, c'est de la commande vectorielle à flux orienté qu'ils appellent. Donc, il y avait comme plusieurs gros morceaux dans ce projet-là. Et puis, vu que c'était la première itération, ben, on les fait toutes. Puis, on espère que les gens dans l'équipe prochainement, ils vont pouvoir reviser un peu ce qu'on a fait. Puis, peut-être qu'ils réussissent à l'implémenter puis le faire fonctionner correctement dans le véhicule, là. Ouais, fait que c'est comme un peu de mettre un genre de bloc de démarrage, là, ce que tu fais. Là. C'est un peu mettre la starting line. Là. Je sais pas si Mhm. tu fais ça sur papier. J'imagine que tu fais beaucoup de documentation de tout ça. Là. Si tu fais-tu des Word pour leur laisser en héritage ou des cahiers de notes. Là, nous, on s'est engagé dans le... Parce que je le fais dans le cadre d'un cours, là. Fait qu'on est 4 ingénieurs électriques étudiants là-dedans. On s'est engagé à livrer minimalement le circuit fonctionnel, avec un code fonctionnel. On ne sait pas s'il va être parfaitement optimisé, mais au moins, ils vont avoir un point de départ pour comprendre puis commencer à optimiser par la suite. OK. Puis c'est un peu, je pense que c'est un peu ça les défis aussi de ce genre de projet-là. Là. Quelqu'un travaille fort sur un projet, mais il faut qu'il soit capable de léguer quelque chose de tangible, mais aussi digeste aux gens qui vont suivre. Je pense que tu marques un point, là. Un projet à moitié fini, ça se termine jamais, là. Il faut vraiment livrer quelque chose si on veut que les gens puissent continuer, là.
J'ai Puis, l'impression un des problèmes du Super Millage, c'est un peu que les champions, ils partent à un moment donné, là. Puis mhm, il y a tout le temps comme c'est un peu comme il y a des creux, puis il y a des sommets, là. Des fois, l'équipe est au sommet parce que c'est une gang de crinqués qui sont dedans. Puis quand ils partent, ben, le projet vit un petit creux jusqu'à temps que cette base-là se reconstruise. mhm. Je voulais vous parler maintenant. J'avais une question par rapport à la compétition Shell. Puis ça, c'est peut-être un sujet ouvert qu'on peut parler les quatre, là. Shell, c'est clairement une compétition, voyons, une compagnie qui fait de l'essence, là, OK? Puis là, ils lancent un nouveau véhicule, modèle urbain, là, puis c'est avec des moteurs électriques. Ça veut-tu dire que, tu sais, on voit qu'ils veulent pas lâcher l'essence parce qu'il y a encore un volet essence à ça, là. Mais comment vous voyez ça, tu sais, de dire, OK, on est une compagnie qui fait de l'essence, puis là, on a une compétition qui s'en va de plus en plus vers l'hybride et de plus en plus vers l'électrique. Est-ce que ça veut dire que dans genre 20 ans, tu sais, ils vont faire quoi, Shell, dans 20 ans? Savez-vous, genre, tu sais, Shell, ils font autre chose que de l'essence? Genre, c'est juste moi qui trouve ça bizarre, genre? Mais en fait, la compétition électrique, là, puis hydrogène et tout ça, là, c'est disponible et dans les véhicules prototypes et dans les véhicules urbains. Là. Fait que c'est nous qui décidons OK. finalement de diriger plus notre véhicule urbain électrique. Mais ouais, c'est du greenwashing. Là. Ouais. Ouais. Je pense que c'est ça. Ben, c'est un bon terme pour ça, greenwashing. Puis c'est du capital de sympathie aussi dans un sens. Mais Shell font d'autres choses que l'essence que tu vas mettre dans ton auto aussi, là. Il y a beaucoup de produits pétroliers dérivés qui sont essentiels pour l'industrie. Mais tu sais, encore là, je pense que c'est plus pour être capable de vendre des produits pétroliers Ouais. qui font un petit pas dans le côté écologique. Ben c'est tellement comme un beau projet avec, tu sais, il y a quand même des belles preuves d'innovation là-dedans avec l'aérodynamisme, puis les étudiants, puis l'implication de tout le monde. Mais au fond de moi, je me dis tout le temps, je regarde ça, puis je suis comme, c'est hot, mais ça vous favorise tellement pas au long terme, là. Mais en tout cas, c'est juste peut-être une petite parenthèse, là. On n'est pas obligé de s'étendre là-dessus plus que ça, là. Fait que là, c'est ça. Finalement, peut-être pour terminer, j'avais quelques petites questions un peu ouvertes, là. On s'enligne quand même sur la fin, mais tu en as parlé un petit peu au début, Christophe. On parlait, tu sais, pourquoi est-ce que tous les véhicules ne s- tu sais, pourquoi est-ce que tous les chars sont pas comme le supermillage, OK? Puis là, tu nous as dit que pour que le supermillage fonctionne bien, on parle de aérodynamisme, limiter les pertes, puis optimiser le moteur à fond. Fait que ce qu'on disait, dans le fond, c'est que quand tu avances avec le petit moteur, ou la pilote ou le pilote, il donne des petites accélérations, il arrête, des petites accélérations, il arrête, donc il va pas très vite au final. Mais y aurait-il un moyen, vous pensez, de faire en sorte qu'on rend ça at large dans le futur? Tu sais, ça serait-tu faisable ou c'est vraiment justement impossible? Tu sais, on peut pas optimiser l'aérodynamisme d'un Mhm. VUS Ouais. plus que là en ce moment, là, des gros VUS, on s'entend. Ouais, mais en fait, une des composantes de notre moteur qui est très différente, c'est qu'on n'a pas de throttle valve. Là. Fait que on n'a pas de petite valve qui va restreindre notre entrée d'air au moteur. Fait que, dans le fond, quand tu pèses sur ta pédale, tu ouvres quand tu pèses sur ta pédale de gaz, tu ouvres cette valve-là. Fait que tu permets à ton moteur d'accélérer plus rapidement ou moins vite. Nous, c'est wide open throttle qu'on appelle ça. Fait que tout est ouvert tout le temps. Fait que c'est pour ça que c'est on ou off. On accélère ou on décélère. Fait que ça, c'est pas Et, quelque chose qu'on peut voir sur la route. Là. C'est Ça ben, serait un peu surprenant. mais pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas voir ça? Parce que c'est trop intense, les moteurs sont trop puissants, puis ça serait trop. Tu sais, c'est all the way, là. C'est comme si tu pesais dans Uh-huh. le fond de la pédale de gaz dans le fond tout le temps, là, ou tu pèses C'est pas. ça. Les deux options, c'est dans le fond ou lever. Là. c'est pas un peu justement, je trouve, une faiblesse de la course actuelle. Tu sais, là, on parlait des motorisations électriques puis des projets qui font en sorte que tu peux aller faire ton moteur custom, mais ça, c'est encore de même. Là, le supermillage, vous avez un Briggs qui est imposé, puis vous pouvez le modifier, mais c'est pas non plus, tu peux pas faire ton moteur de A à Z custom. Puis mon avis, peut-être mon petit grain de sel là-dessus, je me dis, s'ils vous laissaient faire le moteur de A à Z, on dirait que là, la course, elle aurait un certain edge de dire, hey, gars, les étudiants vont peut-être amener des idées vraiment innovateurs de petite affaire, petite optimisation qui est, ça, on pourrait peut-être le scaler à un véhicule de production. Tu sais. Mais là, le fait que t'es imposé avec un moteur qui est très limité, oui, on l'optimise au maximum, mais à un moment donné, il n'y a plus de parallèle qui se fait avec un char Ouais, c'est un ouais. proto, là, c'est ça. Le Briggs était nécessité. C'est une nécessité au SAE. Puis là, il n'y a plus de SAE. Fait que, écoute, la porte est ouverte. Mais c'est Ouais. quoi le. Attends, Briggs? C'est un C'est Briggs quoi? Stratton, c'est le moteur qu'ils utilisent, OK. qui est Ouais. imposé par le On avait SAE. une base de moteur imposée. Fait que OK. ce que tu dis, c'est que là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, si vous faites juste le shell, puis vous voulez continuer dans la voie essence, vous pouvez faire un moteur Ouais. complètement custom, si vous voulez. Ouais. Ça peut être fait de A à Z.
Fait que c'était un peu ça qui vous retenait en arrière. Ça veut dire que vous utilisiez tout le temps le moteur Briggs, même pour la Shell, ça veut dire? Même si c'était juste imposé Ouais. pour la SAE. Pour les SAE. Pour les Ouais. SAE puis Shell, ouais. Mais c'était imposé pour la SAE, fait qu'il l'utilisait pour les deux, Ouais, finalement, c'est parce qu'il ça. voulait pas changer tout le temps. OK. Puis c'est pour ça que moi j'ai l'impression que le fait d'avoir ton moteur que tu peux tuner à 100% puis tout customiser, ben là il y a un parallèle. Tu sais, comme quand on parlait des chars, tu disais ah, on peut plus vraiment optimiser, mais quand tu regardes les compagnies, je pense que c'est ben, Mazda, mettons, tu sais, quand on dit Mazda Skyactiv, Skyactiv, c'est juste qu'ils ont optimisé vraiment la conception du moteur pour aller exploiter des ratios de compression super intéressants. Puis Mhm. ça, ben, c'est le genre de truc qui peut se faire dans un projet de cinéma. C'est pour ça que je me dis, si vous leur laissez la voie ouverte à 100%, là, ils peuvent arriver avec des idées qui sont applicables dans la vraie vie. Bon, on jouait déjà avec notre réseau de compression, là, parce que ça, finalement, c'est l'épaisseur qu'on met au cylindre qui va jouer là-dessus. Fait que ça, il n'y avait pas trop de problème. Mais c'est sûr que la base avait un poids nécessaire, puis quelque chose qui pourrait être tentant dans les années prochaines, je pense que ça peut être une bonne idée, c'est un moteur Atkinson, là. Donc, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est comme... c'est un peu un système à 4 barres, là, finalement, en dessous, comme crankshaft. Fait que t'as pas le même ratio de détente que de ratio de compression. Fait qu'au final, tu détends plus longtemps que tu compresses. Fait que tu devrais réussir à aller chercher plus d'énergie de ton explosion, là. Je dis OK. beaucoup de choses, je sais pas si c'est simple. Non, mais, Ouais, mais ça je savais fait. pas, je savais pas c'était quoi, mais là, je comprends un peu mieux c'est Tu te quoi. souviens pas de ton cours de machine thermique? Nope. Mais ouais, effectivement, je pense que c'est une belle idée que vous avez là. Puis il y a peut-être même d'autres cycles en parallèle là, qui sont intéressants à exploiter. En tout cas, je n'étais pas au Ouais. courant que maintenant, vu que vous avez plus de moteurs imposés, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. C'est une bonne nouvelle, j'ai l'impression, pour le projet. Mhm. Donc là, on est pas mal là sur la fin. Je me demandais, avez-vous peut-être un petit mot de la fin, les gars, quelque chose à mentionner? Je sais que la compétition va être à Québec, fait que là, vous avez peut-être un pas dans l'organisation. Cherchez-vous des bénévoles ou je sais pas quoi, Ouais, là? avez-vous des dates importantes? Tu sais, je pense que ben, avant, on faisait le salon de l'auto. Je sais pas si vous le faites encore. Avez-vous des petites affaires Mhm. comme ça à annoncer? Ouais, on va être au centre auto. Gab, tu peux t'en parler plus. Ouais, ben, je sais que du 6 mars au 12 mars, on va présenter au Salon de l'Auto là, avec les autres projets étudiants associés à nous, là, la Formule puis le Baja, sûrement. Fait qu'on va avoir notre véhicule, puis on va présenter là, on va pouvoir montrer notre véhicule prêt à compétitionner en plus, vu qu'en avril, on va à Indianapolis pour la compétition du Shell, justement. Sinon, je sais qu'on a une deuxième compétition cette année qui va se passer à Québec, qui est organisée par un ancien du projet, qui va être sur le campus de l'Université Laval. On a une année chargée quand même, ça va être cool. Wow, OK, non, mais c'est super. Je me demandais justement c'était quoi la compétition. Ben, maintenant, je le sais, là. Fait que c'est vraiment une genre de sous-compétition organisée par l'Université Laval. Fait que c'est d'autres universités, dans le fond, du Québec qui vont compétitionner ou... C'est pas organisé par l'Université Laval, mais c'est vraiment par le gars en tant que tel, puis ça va se passer sur le campus, là. C'est un petit peu facilitant pour l'organisation de la compétition. Puis ouais, ça va se passer en juin. Son but, c'est un petit peu justement de remplacer le SAE, là. Fait que c'est dans les mêmes dates, puis de dire, bon, ben, maintenant, venez à Québec. Est-ce qu'il y a un engouement pour ça? Est-ce que les autres universités, ben, dans la région, mais aussi à travers le monde, est-ce que vous savez un peu qui va se présenter? J'ai entendu parler qu'il allait avoir une dizaine de véhicules. C'est un peu partout, là. Il y en avait une équipe de Vancouver, une équipe des États-Unis aussi. Puis Ouais. ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils proposent des défis qui sont un peu différents, là. Plutôt que de juste faire de l'économie d'essence, je pense qu'ils proposaient vraiment de faire un vrai marathon où on va rouler avec le véhicule pendant 2 heures pour voir tu sais, la fiabilité du système, puis tu sais, ajouter un peu des éléments de confort puis de dynamique à l'événement, là. Je pense que ça va être cool. Ouais. Ah, Puis vu c'est vraiment le fun. Depuis le début à date là, qu'on fait cette entrevue-là, j'ai l'impression que le projet se renouvelle, là. C'est quand même par rapport à ce qu'on connaissait, là. C'est super intéressant. Puis au niveau des commanditaires, comment ça fonctionne de votre côté? Est-ce que vous êtes encore en recherche? on est toujours en recherche, là. On n'a jamais assez d'argent à notre goût, là, mais Ah ouais. Excellent. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence, Gabriel et Christophe. C'était vraiment génial. Merci à vous. merci de nous avoir reçus. Oui, Yes. c'était super. Puis je vous souhaite tout le succès dans les compétitions puis dans vos projets. Ben, merci. On va espérer mieux. Ben oui, bonne chance. Puis bonne chance pour la suite. Là. C'est ça pour les compétitions qui s'en viennent. Merci aux auditeurs, surtout, d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.